Vous écoutez Le Cercle des auteurs, le podcast qui met à l'honneur celles et ceux qui publient aux presses universitaires du Septentrion. À chaque épisode, un auteur nous invite à découvrir les coulisses de son ouvrage et à partager son parcours d'écriture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Condette, directeur de la collection Histoire et Civilisation et auteur des 2 tomes de l'histoire de l'Université de Lille. Ces 2 ouvrages retracent le destin de l'enseignement supérieur dans la France du Nord, des origines douaisiennes jusqu'à la rupture de mai 1968, puis de la massification des effectifs à la féminisation et la professionnalisation de l'université moderne. Jean-François Condette s'appuie sur de nombreux documents originaux pour nous livrer le récit d'une institution en constante mutation. Les presses universitaires du Septentrion vous souhaitent une excellente écoute. Bonjour, donc je suis Jean-François Condette, donc je suis professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille pour sa composante INSPE, donc celle qui forme les enseignants, les CPE pour l'Académie de Lille. Alors j'ai longtemps enseigné dans l'enseignement secondaire, pendant 13-15 ans, puis ensuite j'ai soutenu une thèse en 1997 ici à l'Université de Lille sur l'histoire de la faculté des lettres de Lille, de 1887 à 1970. Donc c'est un peu le fondement du projet il y a maintenant bientôt 30 ans. Puis j'ai poursuivi ma carrière en étant maître de conférences en histoire contemporaine, à Reims d'abord, puis en revenant dans l'Académie de Lille, à l'Artois, puis à l'Université de Lille. Et je suis toujours à ce qu'on appelle aujourd'hui l'INSPE, donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, où je forme les enseignants et je forme les conseillers principaux d'éducation. Donc j'ai travaillé depuis trentaine d'années en histoire contemporaine, et en particulier sur l'histoire de l'enseignement, histoire de l'éducation, histoire des acteurs éducatifs. Il y avait trois choix principaux qui ont vraiment mené à ces 2 ouvrages. La première, c'était de dépasser l'histoire institutionnelle, l'idée de faire une chronologie, création à telle date, réforme. C'était vraiment l'idée de nourrir en mettant les acteurs universitaires au centre. C'est-à-dire qu'on puisse à la fois voir qui sont les enseignants, qui sont les premières enseignantes, comment ils se sont mobilisés pour développer l'université, qu'est-ce qu'ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont offert comme enseignement, mais aussi comme piste de recherche. C'était aussi de voir comment les étudiants viennent dans cette institution, les effectifs, comment ils évoluent, qui sont les étudiants, quand on peut le savoir, au niveau des origines sociales, au niveau de la répartition homme-femme, qu'est-ce qu'ils pensent quelque part, quand on peut le savoir aussi, de leurs études, comment ils monnaient quelque part leurs études dans leur devenir professionnel. Donc c'était vraiment l'axe principal, c'était vraiment une histoire, je dirais presque au ras du sol, une histoire des universitaires, des étudiants, une histoire incarnée, et qui ne soit pas une histoire purement institutionnelle des grandes dates et des applications des lois. Deuxième axe, qui me semblait important, c'était justement un peu de tordre le cou à l'idée que la France du Nord, c'est un désert universitaire, c'est un désert culturel. Alors il y a Paris, il y a les grandes universités, Montpellier, Toulouse de province, et puis le reste, ce serait des petites structures. Il me semble que l'ouvrage montre quand même qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur l'île, Douai et puis Lille, que la tradition universitaire, elle existe réellement en Nord-Pas-de-Calais, plus largement aujourd'hui en Hauts-de-France, et qu'il y a eu une réelle tradition d'enseignement supérieur, de recherche, qu'il y a eu des liens nombreux dès le 19e en particulier, entre les universitaires, l'industrie, le monde économique, les universitaires et les sociétés savantes. C'était vraiment l'idée quelque part de montrer qu'il y a une richesse culturelle forte en ces terres septentrionales, même si bien évidemment la région est aussi exposée aux invasions, aux guerres, à ces éléments-là, et même si bien évidemment aussi la région a ses caractéristiques socio-économiques fortes, l'importance du monde ouvrier, l'importance quelque part du monde de l'usine et de la mine, mais je voulais quand même montrer qu'il y avait aussi ce pan-là, quelque part, de vie culturelle forte. Et puis le troisième axe, c'était un peu quand même aussi de tordre le cou à l'idée que le monde universitaire est un monde extrêmement stable, qui bouge pas, qui a un mal fou à s'adapter. Et quand on regarde bien, alors il y a des pesanteurs, certes,
Mais on se rend compte quand même que ces facultés, que ces universités, que cette université, elle a réussi plusieurs fois à faire preuve de résilience, à surmonter des crises, des catastrophes, 2 occupations allemandes terribles, des crises économiques, etc., etc. Elle a été un atout, un enjeu, quelque part, je dirais, politique, économique, social, pour les populations du Nord-Pas-de-Calais. Donc ces éléments-là, moi, me semblaient, c'est vraiment les colonnes vertébrales un peu de l'ouvrage. Pas faire de l'histoire de l'enseignement supérieur pour faire l'histoire de l'enseignement supérieur, mais vraiment pour montrer comment c'est un outil, un levier pour la région. L'université dans la France septentrionale, qui était à l'époque les Pays-Bas espagnols, c'est en effet, elle est née à Douai, 1552, enfin 1559-1562. Donc elle est d'abord douaisienne, elle est uniquement douaisienne, je dirais, jusqu'à la Révolution française, puisqu'elle va subir ensuite le sort des universités françaises, c'est-à-dire la fermeture générale en 1795. Et la reconstruction, à partir du 19e, elle va être en grande partie bipolaire. Donc il va vraiment y avoir un choix politique. Bon, c'est une reconstruction qui est extrêmement difficile, extrêmement lente pour la France du Nord. Napoléon crée une faculté des lettres à Douai, on pourrait dire qu'il reprend la tradition quelque part du pôle douaisien en 1808-1809. Cette faculté est fermée en 1815. Voilà, donc il reste une école communale, municipale de médecine à Lille, il y en a une à Arras. C'est le seul petit embryon quelque part d'enseignement supérieur pendant longtemps, et il faudra une lutte très très forte des édiles, des élites locales pour que quelque part réapparaissent des structures d'enseignement supérieur en Nord-Pas-de-Calais. Et la date clé, c'est 1854, on est sous le Second Empire, Napoléon III, et Napoléon III va pas vouloir trancher entre Douai et Lille, et en fait il donne une faculté, il redonne la faculté des lettres, il recrée une faculté des lettres à Douai, et il donne une faculté des sciences à Lille. À Douai, la ville bourgeoise, tranquille, les lettres, et puis à Lille, la ville industrielle, qui voit se développer l'industrie, la faculté des sciences. Donc, ça fait un paysage bicéphale. Et ce paysage bicéphale va se renforcer pendant une bonne partie du 19e siècle. En 1865, la faculté de droit est donnée à Douai. Donc ça fait 2 pour Douai. Et l'école municipale, l'école communale, qui était devenue une école préparatoire de médecine, elle va se transformer en faculté de médecine et de pharmacie en 1875. Donc au début de la Troisième République, on a réellement 2 facultés à Douai, 2 facultés à Lille. Et les républicains vont faire en sorte, alors c'est à la fois une politique nationale puis une politique locale, le maire de Lille en particulier joue un grand rôle, Géry Legrand, etc., dire il faut concentrer à Lille l'ensemble des facultés. Donc c'est une bataille très forte entre les 2 villes pendant plus de 30 ans, et ça se décide en octobre 1887, où les facultés douaisiennes vont être transférées à Lille pour concentrer à Lille, quelque part, les 4 facultés. Alors Douai l'a très mal vécu, ça a créé des histoires fortes. Alors pourquoi Lille ? Parce que Lille était en plein développement, et que, en particulier, la mairie de Lille avait promis une installation, je dirais, prestigieuse, la construction de bâtiments importants, parce que Lille avait les moyens financiers, quelque part, de supporter 4 facultés et de développer la vie universitaire, que Douai avait certainement moins à l'époque, c'est évident. Deuxième point qui est souvent avancé, c'est la concurrence, à partir de 1875, des facultés catholiques qui s'installent au quartier Vauban, et que quelque part, les républicains veulent contrer. Il faut faire de Lille une citadelle républicaine. Donc les 4 facultés doivent être à Lille pour lutter contre, quelque part, l'enseignement qui se développe, l'enseignement catholique supérieur. Et puis troisième élément, c'est que dès 1880-1890, les républicains ont un gros projet de rénovation de l'enseignement supérieur, et en particulier Louis Liard, qui est le directeur de l'enseignement supérieur, il veut recréer les universités, c'est-à-dire des regroupements des facultés en une entité propre. Et le fait d'être séparé en 2 villes, ça brouille les cartes, ça affaiblit cette future université lilloise qu'on veut recréer. Donc le transfert à Lille, c'est aussi le moyen, quelque part, de prévoir, ça se fera en 1896, la réunification des facultés dans une entité commune
qu'est l'université de Lille. Donc c'est une date importante qui, quelque part, met fin aux espoirs douaisiens et assure la promotion de l'université de Lille, jusqu'à un retour de l'histoire, quelque part, à un moment ou à un autre, puisque quand l'université va fortement se massifier, se démocratiser à partir des années 55, puis surtout à partir des années 85, il y aura le retour à Douai, mais cette fois-ci dans le giron de l'université d'Artois Nouvelle, créée en 1992, par exemple d'une faculté de droit, etc. Donc c'est une histoire qui recommence, qui s'enrichit. Il faut faire attention dès qu'on parle de mai 68, parce que il y a une mythologie de mai 68, les 68 arts, et en particulier dans le monde universitaire. Alors, mai 68, il y avait des raisons à Lille pour que mai 68 s'y déroule, pour que les étudiants fassent grève, pour qu'une partie des enseignants fassent grève. L'université manquait de moyens, c'est très clair. Les effectifs avaient beaucoup augmenté, mais dans des locaux qui étaient devenus beaucoup trop petits. On avait commencé à reconstruire, on avait commencé à créer des nouvelles cités scientifiques, etc. Mais les étudiants étaient à l'étroit. La société apparaissait aussi bloquée. Les jeunes avaient l'impression qu'on leur faisait pas de place. En 68, les moins de 20 ans, c'est 30% à peu près de la population française. Or, ils n'ont pas le droit de vote avant 21 ans, etc. Et dans les universités, à l'université et dans les facultés, ils n'ont pratiquement aucun droit à la parole. Ils n'ont presque pas d'élus dans les conseils, etc. Donc, ils ont vraiment l'impression d'être mal considérés. Donc, il y avait des causes lilloises quelque part à mai 68. Mais en fait, le mai 68 lillois est quand même en grande partie une réaction à ce qui se passe à Paris. C'est-à-dire face à la répression, à l'arrestation des étudiants parisiens, il y a l'idée de solidarité, libérer nos camarades, etc. Et c'est comme ça que le mouvement s'enclenche en mai-juin 68 à Lille. Ce sera un mouvement qui sera important, qui bloquera la faculté des sciences, qui bloquera la faculté des lettres presque immédiatement, bloquera un peu moins la médecine et le droit, mais qui va quand même faire s'arrêter le monde universitaire. Et très vite, sur l'île, les gens mobilisés vont se réunir, vont faire des groupes pour travailler à la reconstruction d'une nouvelle université. Je passe les détails, mais quelque part, mai 68, pourquoi ça a un impact réel? Il y a trois notions dans la loi Edgar Faure de 1968. Il y a l'autonomie. Le ministre promet l'autonomie aux universités. Il ne le donnera pas vraiment, sauf un peu de liberté pédagogique. Il y a la pluridisciplinarité. Donc cette idée qu'il faut essayer de regrouper ensemble des matières différentes, ça va être un des gros enjeux, de savoir comment on tue les facultés quelque part. On les découpe en unités qui vont, ce qu'on appelle les UER à l'époque, unités d'enseignement et de recherche. Et ces unités d'enseignement et de recherche vont devoir s'associer pour créer des universités. Donc il y a sur l'île des débats très longs, en 69, jusqu'en fin 70, pour savoir qui va avec qui dans les disciplines, qui se réunit avec qui. Donc là, l'ouvrage le montre assez bien. Il y a eu plusieurs pistes, plusieurs possibilités. Et puis finalement, il y a eu des choix, parfois disciplinaires, pour différentes raisons. La géographie, par exemple, qui était toujours avec l'histoire, la faculté des lettres, est partie à la faculté de Lille 1, qui était plus scientifique. Il y a la sociologie, qui est aussi en grande partie sur Lille 1. Enfin, il y a eu des recompositions disciplinaires, quelque part, de territoire. Et puis il y a eu deux champs. Alors, on dit souvent que c'est le mariage de la carpe et du lapin, qui n'étaient pas forcément faits pour travailler ensemble systématiquement, qui étaient la médecine et le droit, se sont retrouvés finalement à constituer l'université de Lille 2. Voilà, donc dans toutes les villes universitaires françaises, il y a eu ces recompositions. Donc mai 68 à ce niveau-là, c'est quand même important. Il y a eu on a marché quand même davantage vers la pluridisciplinarité et on a recomposé des ensembles différents des 4 facultés anciennes, avec ses avantages, avec ses inconvénients. C'est-à-dire que là, il y avait l'université de Lille, on a eu 3 universités de Lille qui sont devenues concurrentes, qui sont devenues, etc., avec parfois des doublons, être 3, on est moins puissant qu'être tout seul, normalement. Donc on a eu ces éléments-là qui ont quelque part rebattu la géographie universitaire. Et le 3e pilier, c'était la question de la participation. Dans la loi Faure, il y a cette idée de participation de toute personne qui est à l'université doit voter pour élire des instances, ses représentants.
Et là, c'est une vraie rupture aussi, mais 68, je pense quand même quelque part, parce que il va y avoir des élections, depuis, il y a toujours des élections étudiantes récurrentes, les élections de l'ensemble des personnels administratifs, de services, des personnels enseignants, pour élire quelque part les conseils, et en particulier élire le président de l'université. C'est le premier président de l'université. Dans nos 3 universités, ils sont élus en 1970. Jusque-là, depuis le début du 19e siècle, et depuis le retour des universités en 1896, c'était le recteur qui était nommé quelque part président de l'université. Donc il n'y avait pas vraiment de vote. 68 à ce niveau-là, c'est une vraie rupture quand même. Je dirais que c'est une marche démocratique forte. Et après, comme on disait tout à l'heure, mai 68 ne révolutionne pas tout non plus. Ce qui est intéressant de voir à l'écriture de ces 2 tomes là, pendant les 5 ans, c'est qu'à la fois il y a des spécificités septentrionales, régionales, et puis en même temps il y a l'histoire qu'on a recomposée quelque part avec les collègues, elle confirme un certain nombre de grandes règles générales. Donc dans les spécificités, je pense que peut-être comme Nancy, peut-être comme Strasbourg, on est une université frontière, donc il y a quand même le poids, quelque part, des invasions, la menace d'invasion. Il y a le poids des guerres qu'on ressent vraiment très, très fortement ici, à Lille. Donc les 2 occupations allemandes, 14-18, puis 39-45, qui sont venues quand même casser une démarche, une progression forte. Il a fallu reconstruire, il a fallu beaucoup reconstruire. Certainement aussi, parfois, une certaine frilosité du ministère à mettre des grands investissements dans une zone si proche de la frontière. Certainement dans l'entre-deux-guerres, ça a dû jouer pas mal. Voilà. Est-ce qu'on crée des gros laboratoires sensibles dans certains champs, si près de la frontière, ou est-ce qu'il ne faut pas les mettre plus à l'intérieur des terres ou à Paris? Donc il y a cette spécificité-là. Il y a la spécificité aussi d'une population nombreuse, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais d'une population qui a longtemps aussi été marquée par sa faible volonté de poursuivre des études supérieures, le monde du marché du travail, le monde ouvrier, le monde agricole étant très très présent. On n'était pas parmi les meilleurs en France dans les taux quelque part d'accès au baccalauréat, puis dans les taux d'accès aux études supérieures. Donc on voit nettement aussi que l'Université de Lille, elle va essayer justement de promouvoir les études supérieures de proximité, etc., de participer quelque part à l'effort de formation de la population locale. L'université devient un enjeu, justement de monter le niveau de qualification des habitants, alors que la mine, alors que le textile et la sidérurgie emploient de moins en moins de personnes. Elle est en train quelque part d'entrer en crise. Donc il y a un enjeu d'aménagement du territoire et de formation de la main-d'œuvre qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est vraiment quelque part peut-être les spécificités qu'on peut peut-être retrouver, oui, en Lorraine ou autre. Et après, par contre, pas qu'à d'école, mais on confirme en fait plusieurs choses qui sont déjà bien connues des historiens de l'enseignement supérieur. Ça confirme les grandes dates, la chronologie des phases de développement et des phases de retrait quelque part de l'histoire de notre enseignement supérieur. En gros, quatre temps. La création de Napoléon, 1808-1809, jusqu'en 1815. On recrée des structures universitaires sous l'égide de l'État. Un deuxième temps fort après 1880, la Troisième République, les Républicains qui vont restaurer les universités, mettre des moyens importants pour développer l'université et les facultés en France. Un troisième temps qui est vraiment celui de la première massification, développement des besoins en formation à partir de 1955, les années 60, donc première massification des effectifs étudiants. Et puis un troisième temps à partir de 85-89, où vraiment là, la formation supérieure devient un enjeu fort, avec le deuxième temps de massification. Lille, à ce niveau-là, ne se distingue pas. Il y a des petits décalages, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, ou des effets qui sont un peu différés. Mais on retrouve les étapes des différentes universités françaises. Deuxième point qu'on peut voir, qui est confirmé, c'est la féminisation, à la fois des études, des carrières enseignantes. On retrouve à Lille, sans décalage majeur, quelque part, les grandes étapes
de cette féminisation des structures de l'enseignement supérieur. Puis ce qui était intéressant, c'était de pouvoir proposer des portraits, enfin quelque part, des premières étudiantes, des premières enseignantes. Troisième caractéristique qui est peut-être rapide à Lille, peut-être plus rapide à l'île Douai qu'ailleurs parfois, c'est le souci de la professionnalisation. Dire que quelque part l'université, elle est aussi là pour donner du travail, pour développer des formations en lien avec l'industrie, en lien avec les nouvelles technologies, en lien avec le monde agricole. Et ça, on le voit nettement dans le tome 1. Quatrième élément à la réflexion, ce serait finalement de voir comment la recherche s'impose. Là où, au début 19e, elle est vraiment faible, elle est vraiment très très personnelle. Il y a des collègues qui en font presque pas, il y a des enseignants-chercheurs déjà qui en font beaucoup, et de la bonne recherche. Mais comment elle va progressivement, en particulier au XXe et XXIe siècle, s'affirmer au sein des facultés, des instituts et de l'Université de Lille pour devenir un des critères de sélection et de reconnaissance. Quand on est étudiant, j'ai été étudiant, après les classes préparatoires aux grandes écoles ici, on découvre un monde, un campus, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une histoire. Enfin, certainement qu'il y a eu des questions personnelles sur c'est quoi un étudiant, comment s'est formé notre histoire de l'enseignement supérieur. Et de fil en aiguille, quand on tire cette bobine-là, on se rend compte que derrière, c'est qui est étudiant à cette époque-là. Est-ce que c'est un milieu social privilégié? Combien ça coûte pour faire des études? Qui peut faire des études? Qui sont les enseignants? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? À partir de ce questionnement-là, ça permet aussi de retrouver une histoire globale, une histoire large, plus large. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là qui ont fait que j'ai commencé. Ces campus ont une histoire. Même si les bâtiments sont entièrement rénovés, même si on a l'impression que c'est tout jeune, tout neuf, c'est que là où ils sont, quelque part, ils sont dans une institution qui a connu des évolutions nombreuses, qu'on peut rattacher au XVIe siècle, qu'on peut rattacher au XIXe siècle, et qui sont les maillons, quelque part, d'une chaîne qui est déjà ancienne, qui plonge ses racines, et que quelque part, ce qui leur est offert là, en 2026, c'est le fruit d'évolutions multiples, de combats, d'engagement d'administrateurs, d'enseignants, d'étudiants, d'hommes politiques, pour quelque part que cette institution vive. Vous venez d'écouter un épisode du Cercle des auteurs. Les 2 tomes sur l'histoire de l'Université de Lille sont disponibles sur notre site internet septentrion.com. Les presses universitaires du Septentrion vous remercient pour votre écoute et vous attendent nombreux sur leurs différents réseaux sociaux.